Dans cette vidéo, nous examinons un cas survenu en 2014. Les habitants de la petite ville de Silver City, située dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique, ont été profondément choqués lorsqu'une résidente locale de 23 ans, Cassie Farrington, a été retrouvée inerte, allongée face contre le sol, dans la salle de bain de son domicile. La mort de Cassie représentait déjà une tragédie dévastatrice pour ses parents, mais alors qu'ils pensaient que rien ne pouvait aggraver la situation, la police locale est intervenue. Cassie Marie Brooks est née le 22 décembre 1990 en Virginie. Elle était la deuxième aînée des 4 enfants de Chuck et Darlene Brooks. Élève brillante, elle avait intégré la Société nationale d'honneur, pratiqué des sports, et aspirait à devenir médecin. Cependant, à l'âge de 16 ans, ses projets ont été bouleversés lorsqu'elle est tombée enceinte. Après avoir terminé sa scolarité, elle a donné naissance à son premier enfant, s'est mariée avec un homme nommé Bradley Farrington, et a quitté la maison familiale en l'espace d'1 mois. Quelques années plus tard, elle a eu un deuxième enfant. Mais au fil du temps, la relation s'est dégradée, et ce qui semblait être une union solide a fini en divorce. À 22 ans, Cassie vivait seule avec ses 2 enfants à Silver City, une ville d'environ 10 000 habitants. Elle y travaillait en tant qu'assistante médicale dans un hôpital local, et avait acquis un logement auprès de l'une de ses collègues. À 23 ans, elle avait entamé une nouvelle relation amoureuse. Son compagnon s'appelait David Berry. Il s'était rapidement rapproché des 2 enfants de Cassie, ce qui la comblait de joie. Leur relation progressait naturellement, sans précipitation, et ils construisaient ensemble une nouvelle vie. Cassie confiait à sa famille et à ses collègues que David la rendait heureuse, et qu'elle espérait pouvoir enfin trouver le bonheur et la stabilité qu'elle n'avait pas connus dans son précédent mariage. Le 24 mars 2014, après avoir terminé son service de nuit à l'hôpital de Silver City, Cassie a appelé ses parents. Elle a discuté quelques minutes avec eux, précisant à sa mère qu'elle comptait rentrer à la maison, réveiller ses enfants, les accompagner à l'école, puis retourner se coucher pour se reposer quelques heures avant d'aller les récupérer à nouveau. Cependant, plus tard dans la journée, l'école a contacté les parents de Cassie, car elle n'était pas venue récupérer ses enfants à la fin des cours. Inquiets, Chuck et Darlene ont tenté de la joindre par téléphone, sans succès. Pensant que Cassie n'avait peut-être pas activé son réveil et qu'elle dormait encore après sa nuit de travail, Darlene a contacté Charnel, la femme à qui Cassie avait acheté sa maison. Elle lui a demandé si elle pouvait vérifier que tout allait bien. Charnel s'est rendu au domicile de Cassie et a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. En faisant le tour de la maison, elle a regardé par une fenêtre et remarqué que de l'eau s'écoulait de la salle de bain jusque dans la cuisine. Elle a frappé à nouveau, plus fort cette fois, et a appelé le nom de Cassie à plusieurs reprises. N'obtenant toujours aucune réponse, elle a utilisé sa propre clé pour entrer dans la maison. Une fois à l'intérieur, le bruit de l'eau était plus fort et plus distinct. En avançant prudemment sur le sol détrempé, Charnel a continué à appeler Cassie, la voix de plus en plus tremblante. Quelques instants plus tard, ce qu'elle redoutait le plus s'est confirmé. Cassie, vêtue d'une robe de chambre, se trouvait face contre le sol, inerte dans la salle de bain, pendant que l'eau continuait à s'écouler. Charnel, qui travaillait également à l'hôpital et avait reçu une formation de premier secours, a rapidement tiré Cassie hors de l'eau et l'a allongée sur le sol. Mais elle a immédiatement compris qu'il était trop tard pour tenter une réanimation cardio-respiratoire, la rigidité cadavérique, rigor mortis, avait déjà commencé, indiquant que le décès remontait à plusieurs heures. Elle a alors appelé les secours, décrivant la scène à l'opérateur du 911. Les ambulanciers et la police sont rapidement arrivés sur les lieux. En parallèle, Charnel a contacté les parents de Cassie pour leur annoncer la terrible nouvelle. En attendant l'arrivée des secours, Charnel a inspecté le reste de la maison. Elle a remarqué que dans une autre salle de bain, un second robinet avait également été laissé ouvert, mais grâce à un système de trop-plein, l'eau s'écoulait directement dans la baignoire sans déborder. Elle a également observé que le sac de toilette, normalement accroché au mur, avait été détaché et gisait au sol. Chuck et Darlene, bouleversés, ont immédiatement quitté leur domicile en Arizona pour se rendre à Silver City. Quelques heures plus tard, ils se trouvaient devant la maison où leur fille avait été retrouvée sans vie. À ce moment, la police était toujours sur place. Les premières constatations ont indiqué qu'aucun signe d'effraction n'était visible, toutes les serrures étaient intactes, les fenêtres fermées, aucun carreau cassé. Aucun objet de valeur ne manquait, et rien ne laissait penser à un cambriolage.
Le chef de la police locale a alors demandé à Chuck et Darlene si leur fille avait déjà exprimé des pensées suicidaires, ou si elle avait une raison de vouloir mettre fin à ses jours. Les parents de Cassie ont immédiatement rejeté cette hypothèse, assurant que leur fille n'aurait jamais fait cela, surtout pas au détriment de ses enfants. Malgré cela, le chef de police a répété à plusieurs reprises que la thèse d'un acte volontaire était probable, comme s'il cherchait à convaincre les parents de Cassie de cette version. Normalement, une scène de décès fait l'objet d'une enquête minutieuse, un processus pouvant durer plusieurs jours. Dans ce cas précis, la police est restée sur les lieux seulement quelques heures après la découverte du corps de Cassie, informant Charnel qu'elle pouvait à présent utiliser la maison. Cette attitude a déconcerté les parents de Cassie, qui ont alors décidé d'inspecter la maison eux-mêmes. De l'eau coulait encore dans la baignoire. En coupant le robinet, Chuck et Darlene ont remarqué des plumes noires accrochées sur les parois, ressemblant à des traces laissées par des chaussures en plastique. À différents endroits du sol, ils ont également retrouvé les lunettes de Cassie, son bandeau pour les cheveux, ainsi qu'un chapeau. Compte tenu de ces éléments et du fait que les policiers n'avaient procédé à aucune recherche approfondie, notamment concernant des cheveux ou autres traces, Chuck et Darlene ont commencé à soupçonner que les autorités locales cherchaient à classer rapidement la mort de leur fille comme non criminelle. Ce n'est qu'après un appel au bureau du procureur que les forces de l'ordre ont semblé redoubler d'efforts, ou du moins faire semblant. La police aurait sans doute clos le dossier rapidement si le rapport du médecin légiste ne les en avait pas empêchés. L'examen du corps de Cassie a révélé plusieurs blessures, notamment au niveau du cuir chevelu. La cause du décès a été déterminée comme un homicide par une méthode non précisée. Toutefois, un problème subsistait, la scène du crime avait été altérée, car les propriétaires de la maison avaient effectué des travaux de rénovation après l'incident. Pendant plusieurs mois, la police n'a communiqué aucun nouvel élément aux parents de Cassie. David Berry, le compagnon que Cassie fréquentait avant sa mort, a été interrogé puis écarté comme suspect, car il disposait d'un alibi solide. Plus le temps passait, plus la famille était convaincue que les autorités locales manquaient de rigueur. Les choses ont évolué lorsqu'un jour, Chuck et Darlene ont rencontré le chef adjoint de la région et ont réclamé des mesures contre le détective José Sanchez, chargé de l'enquête initiale sur la mort de leur fille. Lors de l'examen du dossier, l'adjoint a confirmé que Sanchez avait commis de nombreuses erreurs. Il a été écarté de l'affaire, remplacé par un enquêteur plus expérimenté, qui a immédiatement concentré son attention sur l'homme que les proches de Cassie soupçonnaient depuis le début, son ex-mari, Bradley Farrington. La famille et les amis de Cassie avaient toujours eu la conviction qu'une seule personne pouvait avoir eu un intérêt dans sa disparition, Bradley. Au moment de sa mort, Cassie et Bradley étaient en pleine bataille juridique pour la garde des enfants. Selon les documents de justice, la décision finale semblait devoir pencher en faveur de Cassie. Il apparaissait évident aux yeux de ses proches que Bradley était le seul à pouvoir bénéficier de sa mort. En la supprimant, il s'assurait non seulement la garde des enfants, mais se libérait aussi de ses obligations financières liées à la pension alimentaire. Deux questions se posaient: pourquoi Bradley Farrington n'avait-il pas été considéré comme suspect dès le départ? Et pourquoi n'avait-il pas été interrogé immédiatement? En réalité, la réponse était simple: à l'époque des faits, Bradley venait tout juste de quitter ses fonctions au sein de la police de Silver City. Il connaissait personnellement tous les agents venus enquêter à la maison de Cassie. En plus d'un mobile évident, Bradley avait également les compétences pour effacer toute trace. Il savait exactement comment fonctionnait la procédure d'enquête, et comment détruire les preuves. L'eau de la baignoire avait effacé toute trace d'ADN qu'il aurait pu laisser sur le corps, et avait également supprimé les empreintes de pas sur le sol. Il n'avait pas besoin de forcer la porte d'entrée, Cassie lui aurait ouvert sans se méfier. Même si des preuves avaient pu l'impliquer, elles avaient été irrémédiablement perdues à cause des négligences policières. Le seul moyen désormais de l'incriminer était par des témoignages. Cassie avait confié à ses parents que Bradley avait été à plusieurs reprises violent, envers elle et les enfants. Il lui aurait même conseillé, ironiquement, de le signaler à la police. Sachant qu'il faisait lui-même partie des forces de l'ordre, il semblait convaincu d'être intouchable. Cassie vivait dans une peur constante, consciente qu'elle ne pouvait se tourner vers la police, puisque ses amis y travaillaient. Elle avait raconté à plusieurs collègues que Bradley la menaçait régulièrement, lui affirmant qu'il la ferait disparaître sans laisser de traces. Un jour, Cassie s'est précipitée, paniquée, dans un bureau d'assurance à Silver City. Elle a expliqué au personnel, en état de choc, que son ex-mari avait tenté de la faire sortir de la route avec sa voiture. Cassie a été retrouvée morte le 24 mars 2014. 19 mois plus tard, le 23 octobre 2015, Bradley Farrington,
alors âgé de 28 ans, a été arrêté. Lorsqu'il a été inculpé pour meurtre, il a nié toute implication dans le décès de son ex-femme. À cause des nombreuses erreurs policières, aucune preuve matérielle ne reliait directement Farrington à la scène de crime. Le juge a donc pris une décision inhabituelle, autoriser les déclarations rapportées de Cassie comme élément de preuve. Au procès, l'accusation a présenté de nombreux témoins, les parents de Cassie, ses amis, ses collègues, tous avaient entendu Cassie parler des abus subis. Le docteur Michael Hunter, expert médico-légal reconnu de San Francisco, a été appelé à témoigner. Il a analysé les photographies d'autopsie et a déclaré que, selon son expérience, les blessures au nez de Cassie indiquaient une cause de décès par traumatisme. Il a précisé, elle présentait des blessures au nez. Pour moi, la cause de la mort est le traumatisme. Un autre témoin important, entendu uniquement après émission d'un mandat, était le détective Sanchez, qui avait dirigé l'enquête initiale. Il a affirmé qu'il n'avait jamais considéré Bradley comme un suspect, faute, selon lui, d'éléments concrets. Il a reconnu que la scène du crime était trop propre, selon lui, elle avait été nettoyée après les faits, ce qui expliquait l'absence de traces. Après 4h30 de délibération, le jury a déclaré Bradley Farrington coupable. Le 7 septembre 2018, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. En 2020, Farrington a fait appel devant la Cour suprême du Nouveau-Mexique. Il contestait l'admissibilité des témoignages indirects émis par les proches de la victime concernant ses menaces et actes violents. Dans une décision unanime, la Cour a estimé que les preuves étaient suffisantes pour maintenir sa condamnation, rejetant son appel. Bradley purge actuellement sa peine. Dans une décision controversée, la garde des 2 enfants a été confiée aux parents de Bradley, qui maintiennent un contact très limité avec la famille de Cassie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos pensées ou poser vos questions. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.